JN, la boîte de Pandore va s'ouvrir si on ne fait rien. Pardon, quoi? Mais oui, Zeus a décidé de mettre sa vengeance à exécution. Ce n'est qu'une question de temps avant que tous les maux de l'humanité s'abattent sur Terre. Quoi? Si tu te rappelles bien, il y a fort longtemps, Zeus avait chargé Prométhée et Épiméthée de créer les premiers êtres vivants sur Terre, dont les hommes. Et ces hommes étant beaucoup trop faibles face aux animaux à qui Épiméthée avait donné tous les attributs les plus forts, Prométhée avait décidé d'aller voler le feu des dieux pour le donner aux hommes. Depuis que Zeus s'en est aperçu, il a juré de se venger. Et hélas, Pandore est déjà arrivée sur Terre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ouvre la boîte. Ah oui, je m'en souviens vaguement. Il me semble que tu l'avais évoqué dans l'un de tes premiers épisodes, qu'on mettra d'ailleurs dans la fiche juste ici pour les plus curieux. Mais j'ai peut-être besoin d'une piqûre de rappel. De quelle boîte tu parles? Après que Zeus se soit rendu compte que le feu lui avait été dérobé pour être donné aux hommes, il est entré dans une colère noire. Mais tu sais comment il n'est pas du genre impétueux. Attends, tu veux dire que le mec, il a pris le temps de monter un plan hyper bizarre pour nous punir, nous, les hommes, pour un truc dont on n'est absolument pas responsable? Ouais. Pour se venger, il a demandé à Héphaïstos, le dieu forgeron, de confectionner la première femme mortelle, et aux autres dieux de lui accorder les attributs auxquels aucun homme ne pourrait résister. Le savoir-faire d'Héphaïstos a donné naissance à un corps parfait et un visage d'une beauté exceptionnelle. Athéna lui a appris les travaux considérés à l'époque comme féminins, tels le tissage. Les divines grâces l'ont couronné de fleurs et lui ont attaché de magnifiques colliers d'or. La déesse Aphrodite l'a revêtu de la séduction. Apollon lui a fait don de la musique. Sa voix enchanteresse, ajoutée aux douces mélodies, aurait, paraît-il, la capacité de faire tomber n'importe quel homme sous ses charmes. Mais ces nombreuses qualités, l'éloignant de la représentation des hommes, si imparfaits, Zeus a demandé aux autres dieux de lui attribuer des défauts pour la rendre plus humaine. Héra lui a alors donné la jalousie. Hermès, quant à lui a appris le mensonge, les discours séduisants et la perfidie. Mais surtout, la curiosité. Ça sent pas bon ça, je me trompe? Non, et ça va même sérieusement puer pour les hommes, car Zeus a décidé d'offrir sa main à Épiméthée. Mais attends, il est bien au courant que Zeus, il est vénère à cause de la trahison de son frère, on est d'accord? Eh bien, l'un des traits de caractère d'Épiméthée est d'être très tête en l'air. Et comme tu t'en doutes, il a oublié la mise en garde de son frère de ne jamais accepter aucun cadeau de la part de Zeus. Ah, et je suppose que face à sa beauté, il n'a pas pu résister. Pire encore, lorsque Hermès lui a proposé sa main, il l'a accepté. Les premiers jours étaient parfaits, ils vivaient leur amour, mais Pandore, lors de sa descente sur Terre, avait pris avec elle une mystérieuse boîte, laquelle renfermait tous les maux de l'humanité, tels la guerre, la maladie, la vieillesse, etc. Et la jeune Pandore, ayant hérité de la curiosité d'Hermès, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle cède à la tentation et ouvre la mystérieuse boîte. Il faut donc absolument l'empêcher de l'ouvrir. Mais comment? Attends, je crois que sur Terre, il existe des bijoux qui portent le même nom. Faudrait peut-être qu'on fouille de ce côté-là. Peut-être qu'on trouvera nos réponses là-dedans. Tu veux parler de Pandora? Mais oui, à tous les coups, la solution, elle est là. Tu m'intrigues. Dis-moi en plus. Ok Pierre, avec plaisir, parlons de l'histoire de Pandora. Notre histoire commence en 1982 à Copenhague. Tiens, c'est plutôt rare. D'après nos archives, c'est la première fois qu'on traite une entreprise copenhaguesque. Entreprise copenhagoise? Ça se dit copenhagoise. Donc nous sommes à Copenhague et on y retrouve nos deux amis danois, Per et Winnie Enevoldsen. Ce nom est compliqué à dire, c'est pour ça que je le laisse écrit là tout de suite. Et nos deux amis, ils lancent leur première bijouterie Fantasy. À l'époque, ils ne confectionnent pas eux-mêmes les bijoux, ils les font importer de la Thaïlande et puis ils les vendent à Copenhague dans leur petite bijouterie. Et Pandora, contrairement à ma chaîne, a eu un succès assez fulgurant, ce qui leur a permis assez vite d'ouvrir leur première usine pour fabriquer leurs propres bijoux, toujours en Thaïlande. Il faut dire que la Thaïlande a de très faibles coûts de production, c'est donc assez rentable pour l'entreprise. Et en plus, Per et Winnie Enevoldsen sont extrêmement fans du style et du savoir-faire assez unique des Thaïlandais.
Cette première usine leur permet en effet de confectionner leurs propres bijoux et de les faire importer à Copenhague, mais ça leur permet aussi de se lancer à fond dans la vente en gros. Ça veut dire qu'en plus de s'approvisionner eux-mêmes, ils se sont mis à approvisionner plein d'autres grosses entreprises, ce qui leur a permis de se faire un nom. Le style de la marque est alors posé, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin, et là, les designers, les créateurs, ils veulent tenter un truc. Ils se posent la question, comment faire pour que les gens qui nous achètent des bijoux ne s'en lassent jamais, et même plus, qu'ils y tiennent à ce bijou comme si c'était eux qui l'avaient fabriqué. Bah tiens, comment? Eh bien pour répondre à cette question, les créateurs ils se sont dit, et si on laissait nos acheteurs confectionner leurs propres bracelets personnalisés? C'est de cette réflexion qu'est née l'idée du Charms, le bijou 100% personnalisable, qui va bientôt devenir LE produit phare de chez Pandora. Ils créent alors un bracelet vide, classique, sur lequel on peut rajouter autant de charms qu'on veut. Les charms, c'est les petites breloques que tu peux rajouter sur ton bracelet et qui permettent de faire plus de 700 combinaisons différentes pour un seul et même bracelet. C'est grâce à ça que Pandora a réussi le challenge un peu fou de créer un bracelet unique pour chacun de ses clients. Et en plus de jouer sur le côté personnalisation un peu à l'infini du bracelet, Pandora ils vont aussi jouer sur un instinct qu'on a un peu tous au fond de nous, l'instinct de tous les collectionner. Brillant. Un peu comme les Pokémon en fait. Exactement, il y a énormément de charms, des charms uniques, des charms spéciaux liés à des événements par exemple, qui te donnent envie d'aller fouiller tous les recoins de ta brocante préférée pour dénicher ta petite perle rare. Il y a d'ailleurs en ce moment toute une collection Disney qui fait qu'on voit Pandora un peu plus souvent que d'habitude et mon préféré c'est celui-là. J'y peux rien, j'aime Stitch. J'y peux rien. Grâce à ce produit sorti dans les années 2000, Pandora explose, à tel point qu'aujourd'hui, Pandora est la 3e plus grosse entreprise de bijoux fantasy au monde, derrière Cartier et Tiffany. Bon par contre Pierre, j'ai absolument rien trouvé dans l'histoire de Pandora qui pourrait empêcher la boîte de s'ouvrir. Donc on est clairement dans la mouise jusqu'au cou, ça je te le dis. Oui, d'autant plus que Pandore vient d'ouvrir la boîte. Oh non. Attends, je crois que je vois quelque chose. Je vois l'espérance. Et tiens, juste à côté, il y a un bouton s'abonner. C'est fou ça. Et juste à côté, il y a aussi le bouton j'aime la vidéo, le bouton partager la vidéo, et il y a aussi une miniature qui me dit que sur ta chaîne, Pierre, on a fait l'histoire de Starbucks ensemble. C'est fou tout ce qu'on peut trouver dans cette boîte. C'est normal d'après toi? Il y avait tout ça dans la boîte de Pandore originale? T'es sûr que c'est dans la boîte? Pas sûr que Pandore soit venu avec tout ça sous le bras. Ce ne serait pas plutôt une de tes combines pour inciter les gens à s'abonner? Mais tu n'oserais pas.